Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où nous allons parler de syndrome anxio-dépressif, de dépression et plus particulièrement d'un type de dépression qui s'appelle la dépression molle, dont je pense vous avez peu d'informations aujourd'hui. Bien évidemment, si vous présentez une dépression sévère, elle doit être prise en charge en médecine allopathique par un psychiatre. On va parler aujourd'hui d'un type de dépression donc très spécifique qui est la dépression molle qui peut être prise en charge grâce à des techniques et des outils de TCC de troisième vague et également grâce à la micronutrition en travaillant sur les neuromédiateurs. Donc la dépression molle, qu'est-ce que c'est? La dépression molle, c'est un type donc, particulier de dépression, c'est pas une dépression classique, c'est pas un burn-out. Dans une dépression molle, en fait, quand tout va bien, j'arrive à prendre du plaisir, par exemple à partager un repas avec des amis, à aller me balader. Quand tout va bien dans ma vie, finalement, je suis absolument pas déprimée. À l'inverse d'une dépression classique, où là, on ne prend plus goût à rien, c'est une espèce d'anédonie. D'autre part, qu'est-ce qui se passe dans la dépression molle? On remet toujours à demain ce que l'on devrait et ce qu'on pourrait faire sur le moment. Donc c'est la fameuse procrastination et cette procrastination entraîne une accumulation de choses non faites. Ça peut être de l'administratif, vos tâches ménagères, vos courriers, enfin bref, tout ce que vous devriez faire pour avoir une vie organisée, vous le reportez toujours à demain. Cette accumulation entraîne une sorte de pression et de découragement surtout. Alors cette procrastination excessive, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on n'a pas suffisamment de motivation, qu'on n'a plus de motivation, et notamment un type de motivation qui est extrêmement important, dont je vous reparlerai encore et encore parce que c'est un point capital lorsque l'on souhaite aider un individu à changer durablement de comportement quel qu'il soit, à se sevrer d'une addiction, à changer de comportement alimentaire. Cette motivation s'appelle la motivation primaire. C'est une motivation qui nous donne envie de faire les choses pour le simple plaisir de faire cette chose, sans attendre un résultat ou une quelconque reconnaissance en retour. Et ces motivations sont ce qu'on appelle des motivations primaires. Elles correspondent finalement à nos personnalités, parce qu'on a parfois deux ou trois motivations primaires, donc deux ou trois types de personnalités, de tempérament. Et ces motivations primaires, à l'inverse des motivations secondaires, elles sont vraiment durables. C'est une source de motivation qui est extrêmement pérenne, qui est importante, stable, spontanée, durable. C'est vraiment ce type de motivation qu'il va falloir essayer de retrouver parce que quand on fait une dépression molle, en fait, ces motivations primaires sont en sommeil. On les a un petit peu oubliées ou elles ont été réprimées par notre éducation, par notre environnement social. En tout cas, elles ne sont plus exprimées et c'est ce qui explique qu'on procrastine, c'est ce qui explique qu'on n'a plus envie de rien et qu'on n'a plus envie de rien faire, tout simplement. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que nous sommes démotivés? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à garder une motivation lorsqu'on s'engage dans telle ou telle activité, quand on se fixe tel ou tel objectif? Pourquoi est-ce que cette motivation a tendance à s'étioler? Tout simplement parce que nos motivations donc, qui sont durables et stables dans le temps sont des motivations qu'on dit primaires, qui se créent pendant la période de périnatalité, donc on va dire de la naissance jusqu'à 3 mois. Et ces motivations primaires, elles peuvent avoir été complètement réprimées, elles peuvent avoir été dévalorisées par notre éducation par exemple, par nos parents, par notre entourage, elles peuvent avoir été mise à mal pendant l'adolescence parce qu'on a plutôt tendance à se conformer au groupe et à ne pas faire ressortir nos personnalités et donc nos motivations primaires. Donc finalement, elles peuvent avoir été complètement oubliées. Alors, il peut aussi s'agir d'une histoire de manque de temps, manque d'argent pour pouvoir exprimer et s'investir dans ces motivations primaires. Mais régulièrement, il s'agit vraiment de motivations qui sont, alors rassurez-vous, elles sont toujours là, elles font partie de vous, elles font partie de votre neurobiologie, c'est votre tempérament, on ne peut pas changer votre tempérament. Par contre, effectivement, elles peuvent être mises en sommeil, en veille, et l'idée, c'est pour retrouver cette motivation, c'est de se reconnecter à ces motivations primaires, de relancer ces primaires, ces motivations qui sont très stables et pérennes. Moi, je rencontre pas mal de patients qui finalement ont dû réprimer leur motivation primaire, se retrouvent à faire des métiers qui ne correspondent pas à leur motivation primaire,
parce que leurs vocations spontanées ont été dévalorisées, interdites, et donc elles se sont retrouvées à faire des activités professionnelles qui ne correspondaient pas du tout à leur tempérament. Et effectivement, ça peut donner lieu à un épuisement professionnel, à un burn-out si on fait un métier qui ne correspond pas à nos motivations primaires. Et donc c'est bien ça le problème, lorsqu'on fait une dépression molle, on a complètement mis en sommeil nos motivations primaires et on n'arrive plus à être le propre acteur de notre vie, à prendre en main notre vie pour changer durablement de comportement, quel qu'il soit. Encore une fois, moi je m'occupe beaucoup de troubles du comportement alimentaire, que ce soit boulimie, hyperphagie, anorexie ou troubles du comportement alimentaire sans problème de poids. Hein. Donc moi je parle beaucoup de comportement alimentaire dans le cadre de la motivation, mais ça peut se transposer à n'importe quel cadre finalement, que ce soit un cadre professionnel, personnel ou que sais-je. Dans le cadre d'une perte de poids, vous vous doutez à quel point c'est important d'aller se reconnecter à ses motivations primaires parce que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. On s'engage dans un combat qui va être de longue haleine, qui va durer des mois et des mois, voire même peut-être des années. Et je suppose que vous êtes nombreuses et nombreux à vous être engagés dans une démarche de perte de poids sans même savoir ce que c'était que les motivations primaires, sans même vous questionner sur votre niveau de motivation, en ayant juste cette croyance et ce stéréotype que quand on veut, on peut, et si j'y arrive pas, je manque de motivation. Alors, même que finalement, vous êtes sans doute aujourd'hui les personnes qui prouvent qu'elles ont le plus de motivation, en tout cas de volonté, puisque vous avez enchaîné maintes et maintes techniques, vous avez testé tous les régimes possibles et inimaginables pour pouvoir perdre du poids. Donc la volonté est là, mais ce sont véritablement les motivations primaires, donc là on parle vraiment de neurobiologie, que vous n'avez pas réussi à relancer, parce qu'on ne vous a tout simplement pas expliqué comment le faire et on ne vous a pas guidé pour vous apprendre à vous reconnecter à vos motivations primaires. Parce que la plupart du temps, quand on s'engage dans une perte de poids, généralement on s'engage avec ce qu'on appelle une motivation négative, par peur de tomber malade, par peur de prendre encore plus de poids. C'est toujours contre, c'est une motivation négative qui est beaucoup moins stable, beaucoup moins intéressante qu'une motivation primaire qui est une motivation intrinsèque qui va vous donner l'envie de faire les choses pour le simple plaisir de faire ces choses. Ça c'est extrêmement important et lorsqu'on prend en charge un patient, on essaye de trouver quelles sont ses motivations primaires, quelles sont ses personnalités, ses différents tempéraments pour adapter notre prise en charge à son type de motivation. En gros, parler son langage tout simplement. Parce qu'on ne va pas s'adresser, on ne va pas proposer le même programme à un individu qui a une personnalité compétiteur et un individu qui a par exemple une personnalité solidaire. On va pourtant avoir le même objectif, leur permettre de se réconcilier avec leur alimentation, leur permettre d'atteindre leur objectif de perte de poids et d'optimisation de leur état de santé, et pourtant on ne va pas du tout leur présenter leur prise en charge de la même manière parce qu'ils ont des structures cérébrales et des manières de fonctionner qui sont complètement opposées. Donc il est vraiment extrêmement important au départ de se poser la question: est-ce que je présente une dépression classique? À ce moment-là, si elle est légère et modérée, on pourra la prendre en charge grâce à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Si c'est une dépression sévère, il faudra qu'elle soit prise en charge en médecine allopathique. Ou est-ce que je présente une dépression molle? Les deux types de dépression vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, mais ils ne vont pas se traiter de la même manière. Quand vous faites une dépression molle, il s'agit de travailler sur vous reconnecter à vos motivations primaires, déjà aller les identifier, puis vous reconnecter et faire en sorte de réinjecter ces motivations primaires dans votre vie de tous les jours. Bien qu'on puisse quand même avoir une approche complémentaire en travaillant sur la motivation via les circuits de la dopamine notamment. Donc là, ça va être un travail purement micronutritionnel, neurobiologique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre en charge justement ce type de dépression molle quand vous n'avez plus envie de rien, quand finalement vous n'avez pas de projet sur le long terme, ni personnel ni professionnel, vous vous sentez vide, sans entrain? Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à traiter cette dépression molle et à réinjecter de l'énergie et du plaisir dans votre vie? Vous l'avez bien compris, la première chose à faire,
c'est d'aller partir à la découverte, à la redécouverte de vos motivations primaires. Partir à la découverte de vos tempéraments, de vos personnalités qui ont été refoulées, qui sont oubliées, qui sont en sommeil, pour réinjecter de la motivation intrinsèque dans votre vie, pour vous permettre de reprendre du plaisir à faire les choses et vous permettre d'atteindre vos objectifs de manière durable. Alors, dans certaines situations, on connaît ces primaires, mais on les a volontairement refoulés. On les a refoulés au profit d'autres types de motivations, parce qu'on avait des objectifs professionnels, parce qu'on avait d'autres types de priorités qui ont fait qu'elles ne correspondaient pas à nos motivations primaires. Donc on les connaît, mais on les a mis de côté, parce qu'on avait une pression sociale particulière, parce qu'on a surinvesti tel ou tel domaine de vie. Ça peut arriver, hein. Quand on surinvestit par exemple sa vie professionnelle, qu'on a envie de devenir le number one de sa société, on peut éventuellement dévaloriser une primaire qui pourrait être une primaire solidaire ou participative, puisque ça ne correspond pas du tout à ce type d'ambition. Et dans d'autres situations, on peut avoir complètement refoulé, complètement oublié nos primaires. Et c'est souvent le cas de personnes qui ont été des enfants passifs, qui faisaient les choses pour faire plaisir ou par peur de déplaire, par peur d'être rejetés, qui se sont finalement fondus dans le moule, hein, des enfants passifs tout simplement. Et là, effectivement, on brime et on refoule nos primaires dès le plus jeune âge. Hein. Après, à l'âge adulte, c'est plus compliqué de se rappeler quelles étaient ses motivations, puisqu'elles ont été brimées dès nos premières années de vie. Alors pour identifier nos primaires, déjà ce qu'on peut faire, moi ce que j'aime bien proposer, c'est réaliser un bilan d'économie biopsychologique. Ce bilan va nous permettre de mettre en évidence l'investissement global dans telle ou telle activité, dans tel ou tel domaine de votre vie, que ce soit un investissement en termes d'énergie, d'argent, de temps, et quel est le plaisir que vous en retirez sur le moment, et un plaisir différé, donc un investissement pour un plaisir sur le long terme, un plaisir différé. Et voir si effectivement sur une semaine, est-ce que vous avez des investissements qui vous rapportent du plaisir ou qui vous coûtent plus en termes d'énergie, de temps et d'argent qu'ils ne vous rapportent de plaisir. C'est pour ça qu'on parle de bilan économique, biopsychologique, parce que le but c'est d'essayer d'avoir sur une semaine un bilan positif. Plus je vais avoir un bilan positif, plus ça va me permettre d'avoir suffisamment d'énergie, de plaisir et de motivation pour continuer à m'engager à faire des choses. Donc moi, ce bilan d'économie biopsychologique, je le trouve super intéressant. Il est bien évidemment adapté à chacun d'entre vous, puisque vous avez des activités différentes et vous êtes des personnalités différentes. L'idée, c'est voilà, de classer sur une semaine quelles sont les activités que j'ai fait cette semaine. Pour telle activité, ça m'a pris combien de temps, ça m'a coûté combien d'argent, ça m'a coûté combien d'énergie, pour me rapporter combien de plaisir sur le court terme, là maintenant, et peut-être sur le long terme. Et le but, c'est vraiment de faire cette balance entre mes investissements et le résultat en termes de plaisir. Est-ce que j'ai plus de sources de plaisir, ce qui va faire que je vais avoir une motivation qui va être durable, ou est-ce que j'ai plus de sources de déplaisir, et là on va se retrouver dans un état de démotivation. C'est souvent le cas quand on rencontre des patients qui sont en dépression molle, leur bilan d'économie biopsychologique, il est plus que négatif. Vous êtes avec un compte en banque à moins 10 000. Donc là, démotivation globale et totale. Alors, un autre point qui est important avec ce bilan d'économie biopsychologique, c'est d'essayer de faire la différence entre une motivation primaire et une motivation secondaire. Pourquoi ? Parce que les motivations primaires sont des motivations intrinsèques qui sont stables et durables. Ce sont ces motivations sur lesquelles il faut qu'on s'appuie, c'est notre base solide de motivation. Alors que les motivations secondaires, elles sont extrinsèques, elles dépendent du résultat, elles dépendent de la reconnaissance, donc elles ne sont absolument pas stables, elles sont conditionnelles, parce que ça peut être très bancal de s'appuyer uniquement sur ces secondaires. Alors, effectivement, quand on a la chance que ces motivations secondaires portent leurs fruits, qu'on soit toujours en bonne case, toujours en réussite, on ne se rend pas forcément compte, mais le jour où on est en échec sur nos motivations secondaires, tout s'effondre, notamment si on n'a pas une base solide de motivation primaire. Donc c'est important de réussir à faire la différence entre motivation primaire et motivation secondaire. Donc c'est relativement facile de se poser la question, est-ce que je fais cette action et qu'elle me procure du plaisir uniquement si elle m'apporte quelque chose, uniquement si j'ai de la reconnaissance, uniquement si je réussis, ou est-ce que cette action me procure du plaisir par le simple fait de faire cette action? Ça vous permet tout de suite de classer, est-ce que c'est une motivation primaire ou est-ce que c'est une motivation secondaire? Par exemple, pour une personnalité qui serait gestionnaire en motivation primaire,
Le gestionnaire aime classer, trier, ranger. Le gestionnaire pourrait me dire « mais moi j'aime ranger chez moi parce que c'est un plaisir pour moi d'organiser, de ranger ». C'est une vraie motivation primaire. Que ça soit en désordre le jour d'après, ça ne lui pose pas de problème. Même c'est encore mieux parce que ça va lui donner l'occasion de nouveau ranger. Alors que quelqu'un qui est en motivation secondaire en gestionnaire, lui il va le faire parce qu'il n'aime pas, il ne supporte pas le désordre. Donc c'est pas du tout pareil, c'est une antivaleur. Il a une antivaleur, je supporte pas le désordre, je n'aime pas les gens désorganisés, et donc il va ranger parce qu'il n'aime pas que ça soit en désordre. Et ça va lui faire du bien dans le but d'atteindre un objectif, que ça soit rangé. Et quand ça sera de nouveau dérangé, ça va l'insupporter. Donc vous voyez bien la différence entre motivation primaire et motivation secondaire. Donc une autre manière d'essayer de se reconnecter à ses primaires, c'est de faire appel à ses souvenirs ou à ceux de son entourage. De se questionner comment est-ce que j'étais quand j'étais, comment est-ce que je me comportais quand j'étais enfant, quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, voilà, pendant mon enfance, comment est-ce que je me comportais, qu'est-ce que j'aimais faire naturellement, qu'est-ce que mes parents, mes grands frères, mes grandes sœurs me voyaient faire naturellement, parce que ça correspondait vraiment à vos primaires. Si vous n'avez pas été dans un environnement où l'éducation parentale a brimé vos primaires, bien évidemment. Donc ça peut être aussi intéressant de faire appel à vos souvenirs ou à ceux de vos proches. Alors c'est l'Institut de médecine environnementale qui a été créé et qui est dirigé par le docteur Jacques Fradin, qui a mis en place et qui a développé ce concept et cette hypothèse de personnalité et donc de motivation primaire. Et donc ils ont mis en avant cette période qui s'appelle cette période de périnatalité, donc de la naissance jusqu'à 3 mois, où on a cette empreinte qui se réalise donc au niveau neuronal. Vous savez ce qu'on appelle le darwinisme neuronal. On a des connexions nerveuses qui se développent et d'autres qui sont amenées à faire de l'apoptose, donc à mourir parce qu'elles ne sont pas efficaces. Et ils sont partis du principe des différents états de stress, donc fuite, lutte, inhibition et donc l'état de calme. Et ils se sont rendus compte qu'à partir de ces 4 états donc, reptiliens, vraiment les plus primitifs, pendant ces 3 premiers mois de vie, où on a toute la partie du cerveau, le limbique, qui n'est pas encore fonctionnel, qui est en train de se construire, tel ou tel état de stress, donc activation de l'action, inhibition de l'action, fuite et lutte, tel ou tel état va être idéalisé par le nourrisson, va être engrammé par le nourrisson et ça va déterminer par la suite son type de motivation. Donc c'est extrêmement intéressant, je le simplifie au maximum, mais ça a permis de comprendre qu'est-ce que c'était que les motivations primaires d'une manière purement neurobiologique, ce sont des neurosciences, et de comprendre comment fonctionnait notre cerveau. Finalement, chaque nourrisson, parce qu'il y avait pendant cette période une plasticité neuronale importante, a pu s'adapter à son environnement. C'est l'évolution de l'espèce, c'est Darwin, hein. Donc ils l'ont appliqué au concept des motivations. Et donc ces 4 états qui ont été engrammés et idéalisés ont donné naissance à 8 tempéraments parce qu'ils ont considéré qu'on avait une possibilité pour chaque état d'être dans un état qu'on appelle réussi ou dans un état dit empêché, mais un état empêché qui n'a pas de valeur négative puisqu'il est forcément toujours idéalisé, hein. On est toujours dans ces processus d'idéalisation. Le comportement que je mets en place et qui me permet de survivre est toujours bon. On l'idéalise, qu'il soit réussi ou empêché. Donc 8 personnalités. Et ce sont ces personnalités qui correspondent à nos motivations primaires qui sont durables. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, enfin moi je trouve ça extrêmement intéressant, de savoir comment est-ce que s'est comporté un nourrisson entre 0 et 3 mois, lorsqu'il y avait encore cette plasticité neuronale et tout le cerveau limbique qui était en pleine maturation. Comment se comportait le nourrisson? Ça va permettre de nous déterminer, et comment est-ce que les parents se sont comportés avec ce nourrisson, ce qui nous permet de déterminer quelles vont être les motivations primaires du futur adulte. Puisqu'il aura, en fonction de ses comportements, imaginons un enfant un petit bébé
voilà, d'1 ou 2 mois qui était tout calme et à qui on apportait à manger avant même qu'il ne commence à pleurer. Donc lui, son tempérament de base, ça va être un état de calme. Il ne pleure pas, ses besoins sont satisfaits avant même qu'il se manifeste. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'activation de l'action. Et on est donc également dans une activation de l'action réussie. Et ça donne un tempérament qu'on dit philosophe. On parle là donc d'activation de l'action réussie. Le tempérament correspondant, c'est le tempérament philosophe. Et le futur adulte aura un tempérament, une personnalité épicurienne, qui profite de la vie, qui prend du plaisir, qui est observateur, très positif. On aura également un type qu'on appelle l'activation de l'action, mais du coup empêché. Là, on sera plutôt chez le novateur, la personne qui essaye de comprendre les choses, qui aime bien conceptualiser, qui aime bien démontrer, qui est dans la recherche, dans l'explication. On va avoir ensuite, dans le premier état du stress, donc dans la fuite, on va avoir la fuite réussie. Là, on va être sur une personnalité type animatrice. Dans la fuite, cette fois-ci empêchée, on va avoir une personnalité type gestionnaire, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est celui qui aime ranger, qui aime trier, qui aime organiser pour le plaisir de le faire. Ensuite, on va avoir donc le deuxième état qui est l'état de lutte. On va donc soit avoir cette lutte réussie. Donc pour vous donner exemple, c'est un nourrisson qui exprimait avec colère et avec un peu de vigueur sa faim par exemple et son besoin d'être nourri ou qu'on s'occupe de lui et à qui on répondait dans l'instant à ses besoins. Lui, il va idéaliser cette lutte et il va donc être dans un état de lutte réussie et on va avoir un tempérament type stratège. Le stratège, il aime fédérer, il aime organiser, il aime manager, il aime déléguer. Il va avoir un petit peu cet état d'esprit du je peux compter sur les autres. A l'inverse, on va avoir donc son frère ennemi qui est la lutte, cette fois-ci empêchée, c'est-à-dire qu'il a fallu que je pleure pendant des heures pour qu'on vienne me donner à manger. Cette lutte empêchée donne une personnalité dite compétiteur. Moi je suis dans ce type de personnalité, il faudrait que je demande à mes parents si ils m'ont laissé pleurer énormément et s'ils sont venus au bout d'un moment pour que j'ai ce type de personnalité. Donc la personnalité compétiteur, c'est je ne peux compter que sur moi-même, je suis dans le dépassement de moi. J'ai idéalisé cette lutte, mine de rien, donc pour moi c'est bien de lutter, pour moi c'est bien de me dépasser, je lutte contre moi-même. Je ne suis pas dans la lutte déloyale comme le positionnement grégaire dominant, mais voilà, je suis dans le dépassement de moi et vous voyez bien que finalement cet état dit empêché n'a pas du tout de connotation négative, bien au contraire, tous les états sont idéalisés pendant cette période de périnatalité. Donc voilà ce que serait que la personnalité, la motivation primaire compétiteur. Et dans le dernier état du stress, on a l'inhibition de l'action, donc on est dans un état inhibé, soit dit réussi. C'est là le participatif. Ça donnerait pendant les 3 premiers mois de la vie un enfant qu'on a laissé pleurer pendant des heures et des heures et qui s'est épuisé et qu'on est venu voir une fois qu'il a été complètement épuisé. Le participatif, c'est celui qui aime séduire, plaire, travailler en équipe, être protégé, il aime se faire aimer, il aime assister, il aime seconder, il aime s'occuper des enfants. Et lorsque on se retrouve dans un état d'inhibition, là cette fois-ci dit empêché, donc c'est cet enfant qui aura pleuré pendant des heures et des heures, qui se sera calmé et qu'on sera quand même pas venu voir, il aura idéalisé cet état parce que son but c'est quand même de survivre et de s'adapter à son environnement. On va être dans un type de tempérament qu'on appelle le solidaire. Le solidaire, c'est celui qui va faire passer, c'est un peu l'abbé Pierre, quoi. C'est celui qui va faire passer les autres avant lui, qui va avoir cet esprit de sacrifice, qui va être dans le don de lui-même, qui va être généreux, serviable, qui va être simple, absolument pas dans les apparences, et vraiment c'est tout pour l'autre, c'est l'autre avant moi, tout simplement. Du coup, l'IME a créé des questionnaires de personnalité qui permettent d'aider à déterminer quelles sont les motivations primaires de chaque patient,
pour pouvoir s'adapter à lui et parler le même langage que lui. Le but, c'est ça. Si vous mettez un compétiteur avec un solidaire, ça risque de pas très bien se passer. Et en tant que thérapeute, on a nous-mêmes nos propres motivations primaires et il va falloir bien évidemment s'adapter à la motivation primaire du patient, parce que sinon il risque d'avoir une alliance thérapeutique qui risque d'être un petit peu bancale. Donc on a des questionnaires de personnalité qui nous permettent de déterminer est-ce que vous êtes dans l'activation, est-ce que vous êtes dans un état déjà, ce qu'on peut regarder c'est est-ce que vous êtes plutôt dans un état réussi ou dans un état empêché. Est-ce que vous êtes plutôt dans des motivations qui sont sociales ou plutôt autonomes? Les 4 premiers types de motivation sont complètement autonomes. Le philosophe est autonome, le novateur est autonome, le gestionnaire est autonome et l'animateur est autonome. Par contre, les 4 autres types de motivation sont dites des personnalités sociales. Le stratège a besoin d'être entouré, le compétiteur, il faut bien qu'il puisse se comparer, donc il est social. Le participe et le solidaire, vous vous doutez bien qu'ils sont sociaux. Et ensuite, donc, de déterminer dans quel type de personnalité dans quel type d'état vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la fuite, dans la lutte, dans l'inhibition? La fuite, c'est vraiment cet état d'anxiété, la lutte, c'est plutôt cette colère, et l'inhibition, c'est la dépression. Clairement, l'inhibition, c'est un état de dépression. Alors, ce qu'on peut faire quand on est un petit peu perdu et qu'on n'arrive pas à se dépatouiller de ces 8 personnalités, c'est de se poser la question dans justement les célébrités, les personnages célèbres, qu'ils soient réels ou de fiction, quels sont ceux qui m'inspirent, quels sont ceux que j'admire, qui génèrent vraiment chez moi ce sentiment de waouh, quoi, qu'est-ce que j'aimerais être comme cette personne. Et ça vous permet d'identifier quelles sont les actions que ces personnes, ces personnages font, quelles sont ces actions qui finalement, si je faisais moi aussi ces actions, j'aurais autant de plaisir. Donc ça peut être intéressant, d'ailleurs quand on fait faire les tests de personnalité, on associe toujours des figures, je vous ai parlé de l'abbé Pierre pour le solidaire, de Woody Allen pour le gestionnaire, de De Gaulle pour le compétiteur, mais bien évidemment après il faut trouver des personnages qui vous parlent en fonction de la période à laquelle on est né et de nos influences sociales et culturelles. Voilà, vous questionnez sur quelles sont ces actions que ces personnages font et qui me feraient tout autant plaisir si je les faisais. Quels sont les personnages qui génèrent chez moi de l'admiration. Ça peut être une solution. Donc vous l'aurez compris, se reconnecter à ses motivations primaires, souffler le vent des primaires dans notre vie, réinjecter ces motivations intrinsèques dans notre vie, c'est capital. Parce que si on réprime ces primaires, on vide notre vie tout simplement de sens. On n'a plus d'énergie, parce qu'on n'éprouve plus suffisamment de plaisir à faire les choses, on les fait par contrainte ou par peur d'eux, on est dans des motivations qu'on dit négatives et qui ne fonctionnent pas, en tout cas qui ne fonctionnent pas sur le long terme et qui ne sont pas une source pérenne d'énergie. Rallumer sa motivation primaire, c'est être sûr d'être capable de vivre une vie qui est riche de ses valeurs, de pouvoir s'investir dans ses valeurs, d'être animé d'une énergie mais inépuisable. Moi, si je vous donne mon exemple, je peux travailler des heures et des heures parce que je suis connectée à ma motivation primaire, peu importe le résultat, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime faire et donc j'ai cette source d'énergie inépuisable, durable qui me permet d'avancer sans attendre de reconnaissance ou de résultats. Et ces motivations primaires, vous l'avez bien compris, qu'elles sont extrêmement individuelles, elles sont personnelles, elles sont propres à chacun d'entre nous. Donc il est fondamental de partir à la reconquête de ces motivations primaires pour pouvoir acquérir à la fois un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Et être sans forcer, parce que quand on est dans nos motivations primaires, on ne fait pas en forçant, on fait avec naturel, avec aisance, parce que ça correspond à nos comportements qui ont été engrammés et idéalisés alors qu'on avait à peine un ou 2 mois. C'est vraiment ancré dans nos structures cérébrales, au niveau du limbique. Nos motivations se situent dans le néolimbique, donc dans une zone particulière de notre cerveau. Elles sont engrammées ici. Nos motivations, nos personnalités, nos émotions, tout est ici, c'est engrammé, c'est notre manière d'être physiologique. Donc on ne fait pas d'effort, c'est naturel, ça coule de source. On est un peu prédisposé à ça. Génétiquement, alors je dirais plutôt neurobiologiquement, puisque c'est encore une fois pendant cette période où on a une plasticité neuronale qui est très importante, où on détermine quels sont les réseaux qu'on va utiliser et qui engramment pour toute notre vie la manière dont on va se comporter.
Alors j'en ai terminé avec cette vidéo, je vais vous présenter des ouvrages comme d'habitude qui m'ont aidé à perfectionner les connaissances qui m'ont été transmises lors d'enseignement universitaire. Donc le docteur Jacques Fradin, qui est le président de l'Institut de médecine environnementale et qui a développé tous ces concepts de personnalité, de motivation primaire et secondaire. Donc pour les professionnels, je vais vous présenter quasiment que des livres pour les professionnels qui sont extrêmement intéressants. Si vous êtes thérapeute et que, ou même coach et que vous souhaitez avoir une base médicale et scientifique solide pour aider vos patients, vos clients à changer durablement de comportement, à atteindre leurs objectifs, je pense que c'est vraiment important de comprendre ces théories de neurosciences, ces théories sur les motivations. Donc j'ai cet ouvrage, La thérapie neurocognitive et comportementale, aux éditions de Book. Donc de toute façon les éditions de Books c'est des véritables guides cliniques, guides thérapeutiques. Moi je les ai dans toutes les matières que j'ai étudiées. Donc ça c'est un ouvrage qui est extrêmement complet et il y a une bonne partie sur les motivations primaires, sur la gestion des modes mentaux et une partie plus importante consacrée à tout ce qui est positionnement grégaire et puis gestion des hypo, hyper, répression d'hyper. C'est assez complexe, mais c'est vraiment toute la base médicale et scientifique de l'approche neurocognitive et comportementale. Ensuite, j'ai cet ouvrage qui s'appelle Manager selon les personnalités de Jacques Fradin et de Frédéric Lemoulet. Donc là, c'est plus un ouvrage destiné aux managers, aux coachs en société, en entreprise. Mais moi, je l'ai quand même trouvé très intéressant parce que dedans, vous avez tous les types de personnalités, comment apprendre à insuffler la motivation. Donc je pense qu'en tant que thérapeute, ça peut être un ouvrage qui peut être intéressant parce que quand on est thérapeute, on est amené à insuffler la motivation chez nos patients, à essayer d'entretenir cette motivation. C'est un peu le but, d'être un coach qui va accompagner son patient et lui permettre de se connecter à ses primaires. Donc c'est un ouvrage que je trouve très intéressant, qui est beaucoup plus simple à lire que celui-ci. Donc celui-ci, je le réserverai peut-être aux psychologues, psychiatres, médecins. Et celui-ci, par contre, si vous êtes manager, coach, vous pourrez le lire, je pense, sans aucun problème. Voilà. Et le troisième, c'est personnalité et psychophysiopathologie du docteur Fradin. Et il y a sa sœur aussi, Fanny Fradin, qui est intervenue dans ce livre. Donc toujours pareil sur les thérapies neurocognitives et comportementales. Voilà, un ouvrage extrêmement intéressant également. Donc ces trois ouvrages, je vous les mettrai en barre d'infos, sinon vous retrouverez les liens sur le blog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous permettra de vous interroger et de savoir est-ce que vous faites une dépression molle, est-ce que vous êtes reconnecté, est-ce que vous êtes connecté à vos motivations primaires ou est-ce que vous avez oublié, refoulé, est-ce que vous êtes capable de les retrouver, est-ce que vous savez identifier quelles sont vos motivations primaires, est-ce que vous ne fonctionnez que sur les motivations secondaires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur les motivations. Ça change un petit peu des vidéos un petit peu classiques sur la motivation avec des stéréotypes un peu qui ne sont pas forcément fondés, en tout cas qui n'ont pas de base scientifique. Moi j'ai trouvé cette approche extrêmement intéressante, je suis complètement passionnée par cette théorie sur ce concept, sur les modes mentaux. Grâce à la neuroimagerie, on a permis vraiment d'identifier toutes ces zones du cerveau, comment est-ce qu'elles fonctionnent, et je trouve ça vraiment extrêmement intéressant de savoir que on peut comprendre pourquoi telle personne fonctionne de telle manière et comment lui permettre de changer de comportement. Enfin, je trouve ça quand même absolument incroyable. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur ma consultation de micronutrition et de psychonutrition, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mettrai également l'adresse dédiée au domaine d'information en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À votre santé!